Là, vous voyez ma présentation? Oui. Oui, Ah, Yes. on va y arriver. On va y arriver. Merveilleux. tout est beau, Normand. Alors, la parole est à Normand. Phew, OK, on a chaud. Alors, ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que premièrement, ma présentation, c'est sur la Lune, oui, mais ça s'adresse beaucoup à des débutants. Alors, j'espère qu'il y a des débutants dans le groupe ce soir. Ce n'est pas une présentation d'experts de haut niveau, quoique je pense que tout le monde va apprendre un peu quelque chose quand même. Et quelque part, en même temps, je me dis, on est tous un peu débutants avec la Lune parce que c'est un objet bizarrement un peu négligé des amateurs parce qu'il est comme trop évident. On l'a dans la face tout le temps, souvent même il nous nuit. Pour prendre nos photos, nos observations au ciel profond et la Lune nous nuit. Alors, on passe à l'ignorer. Mais ce que j'ai découvert avec des lectures, c'est que non seulement la Lune, c'est extrêmement intéressant, mais il y a même plus de choses à voir avec un télescope sur la Lune que dans tout le reste du ciel réuni avec le même télescope. Des cratères, des montagnes, en voulez-vous, en v'là, il y a énormément de choses à voir sur la Lune. Et je dirais même que c'est sûrement le seul autre monde qu'on peut visiter en pantoufles. Les autres mondes, comme le Mars et Jupiter, c'est le fun, mais on voit quand même pas énormément de détails, alors que la Lune, c'est une avalanche de détails qu'on voit. Alors, je pense qu'on est tous un peu débutants avec la Lune. Alors, je pense que c'est bon de revenir à la base et d'aller un peu plus loin que juste l'observation des phases de la Lune, qui est un peu trop évidente, en tout cas plus au niveau du grand public. Au niveau des amateurs, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, voici ce que je vous propose. Une série de questions-réponses, dans le fond, des grandes questions que je me posais sur la Lune quand j'ai commencé à l'observer. Alors, première question, d'où vient la Lune? Alors là, vous voyez ici une de mes photos. Ça, c'est le Soleil qui est caché en partie par la Lune. Alors, la Lune est présente dans ma photo, même quand ça ne paraît pas. Alors, oui, d'où vient la Lune? Alors, la réponse à la question, c'est pas si clair que ça. Premièrement, la Lune, il faut comprendre que c'est un satellite naturel qui est très différent des autres satellites naturels du système solaire. En fait, il n'y a à peu près aucun lien de parenté, bizarrement. Presque toutes les lunes qui existent dans le système solaire sont soit, en fait, la plupart, la vaste majorité, ce sont des astéroïdes capturés. Comme par exemple, en haut à droite de mon image, vous voyez, je pense que ça, c'est Phobos, autour de Mars. Mais la majorité des lunes de Jupiter et de Saturne, ce sont des petits astéroïdes de quelques kilomètres qui ont été capturés par une planète. La Lune, ce n'est pas ça. D'autres lunes, comme Titan, Ganymède, Callisto, Io, Titania, Io Béron et tout ça, ce sont en fait des planètes, de grosses planètes naines capturées par une planète plus grosse, comme Saturne, Jupiter ou Uranus. La Lune, ce n'est probablement pas ça non plus. Donc, la Lune, c'est un objet unique dans le système solaire. Son origine est unique aussi. Ce serait le seul objet qui aurait cette origine-là si on ne se trompe pas. Alors, quelle est cette origine? Alors, on pense que la Lune, ce serait le résultat d'une collision, mais c'est une hypothèse, ce n'est pas prouvé et ce n'est même pas une théorie. C'est encore une hypothèse, mais une bonne hypothèse. Ce serait une collision entre la Terre ou la jeune proto-Terre avec un autre astre qui n'existe plus, qu'on appelle Theia. On l'appelle aussi Orphée, dans certains cas, dans certaines littératures. Theia ou Orphée, qui aurait été un Troyen, c'est-à-dire un objet sur la même orbite que la Terre, mais à un angle de 60 degrés, soit en avance ou soit en retard sur la Terre. À peu près donc 150 millions de kilomètres. Là. Et cet objet-là, avec le temps, aurait oscillé sur son point de Lagrange, donc le point où elle est située, elle aurait oscillé de gauche à droite sur l'orbite, aurait fini par entrer en collision avec la Terre après un certain temps, mettons dans les 30 premiers millions d'années de la Terre, donc quand la Terre n'était pas encore très solide et pas encore refroidie, et les débris de ça auraient formé la Lune.
Alors ça, c'est une hypothèse, ce n'est pas prouvé, c'est contesté. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Mais pour l'instant, on n'a pas de contre-preuve, on n'a pas de contre-exemple qui dit ça se peut pas. Normand, Oui, si tu permets, quand Harrison Smith est venu au Cosmodome, il y a à peu près 3 ans, avec Jean-Marc, on l'avait reconduit à l'aéroport. Puis j'ai voulu, j'y parler du fait qu'il y aurait eu plus qu'une collision. La première, celle-là avec Théa, puis une deuxième. Mais quand j'ai ouvert le sujet comme quoi que ça serait une collision, il m'a stoppé. Il m'a dit non, c'est pas comme ça que c'est fait. Je sais de quoi je parle. Mais il n'a jamais expliqué c'était quoi. ouais, ben, j'ai lu pas mal d'affaires différentes là-dessus, puis honnêtement, les géologues ne s'entendent pas. Probable. La seule chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas de meilleure théorie qui fait consensus. OK, Ça ne merci. veut pas dire qu'on n'aura pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas. Mais pour l'instant, c'est une mauvaise hypothèse de travail qu'on a. Elle est corroborée, en fait, par des isotopes, c'est-à-dire des matériaux. On a ramené des roches lunaires, donc des 6 missions Apollo qui se sont posées sur la Lune, et quelques missions soviétiques aussi. On a des roches lunaires qui ont des isotopes radioactifs qui correspondent à ceux de la Terre, ce qui semble pointer vers une origine commune. Alors, une des manières de faire ça, pardon, une des manières de faire ça, ce serait que ce serait des débris de la Terre. Il y a aussi un autre problème qu'on a, c'est l'extrême faible densité de la Lune par rapport à la Terre. Elle est beaucoup moins dense. Je vais revenir là-dessus tantôt, là. Mais la Lune est quasiment poreuse. C'est quasiment une boule de styrofoam. Elle est beaucoup moins massive et dense que la Terre. Alors ça aussi, ça prend quelque chose pour expliquer ça. Si je prends par exemple, par opposition, Mercure, qui est un astre qui ressemble, du moins de loin, à la Lune, en fait, elle est très différente parce que Mercure a un noyau très massif. Un noyau de fer qui est très massif comme la Terre, ce que n'a pas la Lune. La Lune a un tout petit noyau. Si elle en a un, il n'est pas bien gros, puis il est refroidi depuis longtemps. Donc, c'est vraiment pas la même chose que la Terre. Ce ne serait probablement pas une capture comme Callisto ou Europa ou Titan, mais ce serait peut-être quelque chose qui aurait été fabriqué à partir des matériaux de la Terre et de Theia, si Theia, en supposant que Theia ait existé, parce que c'est pas prouvé, ça. Oui. Il y a 5 ans, j'avais lu à l'effet que le noyau original de Théa aurait été avalé par la Terre. Oui, j'ai lu ça aussi. J'ai lu ça aussi. Mais tout ça, c'est des modèles mathématiques. Ouais. C'est pas corroboré par des faits expérimentaux ou des faits observationnels. C'est que mathématiquement, pour que ça arrive, il faudrait que ça ait eu lieu comme ça. Alors, voici une petite animation qui illustrerait un peu comment ça aurait peut-être pu se passer. Pouf! Et là, on voit les débris qui se forment autour et qui finissent par s'agglutiner pour former la Lune telle qu'on la connaît. Donc, c'est un mélange de débris terrestres, de débris de Theia. Et en même temps, cette hypothèse-là, ce petit côté-là de séduisant, c'est qu'elle pourrait expliquer l'existence de l'océan Pacifique. Parce que quelque part, vous comprenez que ça a dû laisser un moyen trou dans la Terre, cette collision-là, si elle a eu lieu. Et ça pourrait expliquer pourquoi on a comme quasiment la moitié de la Terre où il n'y a rien, qui est l'océan Pacifique. Alors, ce serait, encore là, il n'y a rien de prouvé là-dedans. C'est encore l'état d'hypothèse, mais à date, ils n'ont pas réussi à la contre-prouver. Fait que, pour l'instant, c'est la moins mauvaise qu'on a. Et ça aurait pu ressembler à ça, en fait, à l'époque où ça l'a pété fort. Alors, ça, c'est ce qu'on sait ou ce qu'on peut-être sait de l'origine de la Lune. Donc, on voit que c'est un astre qui est très différent des autres. À plusieurs égards, est différent des autres. Au niveau même des minéraux, des matériaux, c'est très différent. Ça ne ressemble pas aux autres lunes. Et elle a d'autres particularités aussi. D'abord, c'est la seule lune qui est à peu près de la même grosseur que la planète haute, excepté peut-être Charon avec Pluton, là. Mais pour les autres planètes, il y a une énorme différence de masse et de taille entre la planète et la Lune et le satellite. Mais entre la Lune et la Terre, il n'y a pas tant de différence que ça. Déjà ça en fait un objet unique. Et d'ailleurs, si je fais exception de Phobos et Deimos, qui sont des astéroïdes capturés,
dans les 3 planètes, dans les 4 planètes telluriques à l'intérieur du système solaire, la Terre est la seule à avoir une lune. Alors, Phobos et Deimos, ce sont des petits astéroïdes capturés depuis pas si longtemps que ça. Je t'en fais un peu une exception. Mais Vénus, Mercure, ça n'a pas de lune. Ça. Vénus pourrait être aussi massive que la Terre, elle n'a pas de lune, parce qu'on sache. Alors, deuxième question qu'on se pose sur la Lune et qui a vraiment achalé bien des astronomes depuis au moins depuis Aristote. Pourquoi on voit toujours le même côté de la Lune? Bon, à l'époque de l'Antiquité, on disait que la Lune, c'est un disque. C'est sûr qu'on voyait que le même côté. Mais depuis qu'on sait que ce n'est pas vrai, on dit, ouais, mais pourquoi elle ne tourne pas? Alors, je vais vous montrer une animation. Vous allez me dire ce qui cloche. On voit ici 2 terres en blanc et 2 lunes. Évidemment, là, les distances ne sont pas à l'échelle. Les tailles sont à peu près, mais pas exactement. Mais ce n'est pas ça le problème. Dites-moi ce qui cloche dans mon animation. Dans une des 2 animations. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, celui de droite, c'est comme si elle ne tourne pas comme telle sur elle-même. L'autre, oui. Je pense celle de gauche qui ne tourne pas, celle de droite, elle tourne. Celle de gauche présente toujours la même face. C'est la bonne. C'est elle qui tourne sur elle-même. C'est ça. Tandis que l'autre à droite, elle ne tourne pas sur elle-même. Non, elle tourne autour du cercle, mais elle ne tourne pas sur elle-même. C'est exactement ça, en fait. Donc, la Lune de droite, elle n'a pas de rotation, mais elle a une révolution autour de la Terre, alors que celle de gauche, elle a une révolution autour de la Terre et une rotation qui, comme par un miracle incroyable, correspondent exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce miracle n'est pas si incroyable que ça, parce qu'au moins ça, la Lune partage ça avec les autres lunes, ou du moins les lunes de type planétaire, c'est que les lunes ont tendance à faire ça. Les lunes ont tendance à synchroniser avec le temps leur évolution avec leur rotation. Tout simplement parce que les lunes, contrairement à ce que mon dessin montre, la Lune n'est pas exactement sphérique. Elle est un petit peu oblongue, un peu comme un ballon de football. Et donc, il y a une masse qui n'est pas répartie de façon équitable de tous les côtés. Et le côté massif fait face à la Terre encore. Après un certain temps, le côté massif a fini par faire face à la Terre de manière permanente. C'est un phénomène de marée. C'est un phénomène de marée, exactement. Mais au début, ce n'était probablement pas le cas. Mais avec le temps, cette révolution-là et cette rotation-là se sont synchronisées, comme d'ailleurs la rotation de Io autour de Jupiter, de Ganymède. Elles finissent par se stabiliser, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des lunes de type astéroïde comme Phobos et Deimos. Celles-là ne sont pas assez massives et ne se stabiliseront jamais. Mais les lunes ont tendance à faire ça. Elles sont presque toutes comme ça. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes comme ça, mais elles sont presque toutes comme ça. Le cas le plus extraordinaire, c'est Pluton et Charon, qui sont mutuellement synchronisés. Donc, de Charon, on voit toujours la même face de Pluton, et de Pluton, on voit toujours la même face de Charon. Ce qui n'est pas le cas de la Terre avec la Lune, c'est juste une des 2 qui est synchronisée. Ça serait peut-être une preuve que la Lune, à sa formation, était entièrement liquide. À un moment donné, il y a eu comme une sédimentation d'une certaine façon, puis qui a fait en sorte que le noyau est décentré. Le noyau et toute la masse, d'ailleurs, n'est pas exactement répartie de manière équitable. Donc, ça c'est déjà un premier phénomène. On appelle ça un mouvement synchrone, soit dit en passant. Mais, contrairement à ce que je viens de dire, c'est pas vrai que la Lune nous montre toujours exactement la même face. Voici une petite démonstration qui n'est pas une simulation, qui est la réalité. Alors, on voit ici que la Lune nous fait à peu près tout le temps face, mais on voit un petit mouvement de gauche à droite qui fait qu'aux extrêmes, là, du côté extrême gauche, côté extrême droite, des fois, il y a des cratères qui se cachent et d'autres qui se révèlent. La libération. Ce qu'on appelle la libration.
Ou bien dans le cha-cha. Oui, c'est ça. Elle danse un peu la cha-cha. Et ce qui correspond également à un rapprochement puis un éloignement de la Lune. On voit la Lune grossir et rapetisser, le fameux phénomène de la superlune dont ils parlent dans les médias de temps en temps. Je pense qu'on a eu une superlune d'ailleurs ce mois-ci. C'est une lune rose qu'il l'appelait, là. Oui. Alors ça, c'est dû essentiellement aux deux premières lois de Kepler, tout simplement. C'est que Kepler a dit que tout objet en orbite, dans le fond, il parlait de la Terre autour du Soleil, mais ça peut être n'importe quelle orbite, ce n'est pas un cercle. Toutes les orbites sont des ellipses, donc des genres d'ovales. Première loi de Kepler. Et deuxième loi de Kepler, la Terre n'est pas au centre de l'ellipse en question, mais elle occupe l'un des deux foyers. Donc, la Terre est un peu décentrée par rapport à l'ellipse. Ce qui fait que de temps en temps, la Lune est plus proche, des fois elle est plus loin de la Terre, premièrement, ce qui explique le grossissement puis le rapetissement. Puis le fait que ce soit une ellipse et que de temps en temps, la Lune est sur le côté gauche, le côté droit ou en face de nous sur l'ellipse, on voit un petit peu le côté gauche ou un petit peu plus le côté droit, ou parfois on la voit parfaitement de face. Alors ça, c'est intéressant. Il y a même des amateurs d'astronomie, comme nous, qui se spécialisent, imaginez-vous, dans la chasse aux cratères cachés. Alors, lorsqu'ils calculent que la Lune et la Terre vont être orientées de manière à montrer un petit peu plus du côté droit de la Lune, ils vont pointer leur télescope là-dessus pour essayer de voir des cratères qu'on ne voit pas d'habitude. Alors, je sais entre autres que Sir Patrick Moore faisait ça. C'était un peu son hobby dans la chasse aux cratères lunaires. Alors ça, c'est pour montrer donc, la libération de la Lune, qui est un phénomène normal, naturel. Même si c'est moins perceptible, la Terre, comme telle, a une libération aussi par rapport au Soleil. Alors, tous les objets ont des orbites elliptiques, donc la libération est un phénomène normal auquel on s'attend. Maintenant, un petit cours de géographie, on a vu la formation de la Lune, on a vu un peu comment le mouvement de l'orbite influençait l'apparence de la Lune. On va voir si vous connaissez vos mers. Alors, voici une photo de notre ami Denis Goyette, gracieusement prêtée. Ce n'est pas la seule, on va en voir une autre tantôt. Alors, pouvez-vous me nommer les mers lunaires que vous y voyez? La mer de la sérénité, la tranquillité, la mer du froid, la mer... Des crises. Des pluies. Oui. Des pluies, oui. Des humeurs. La mer des humeurs, oui. Vapeur, mer des vapeurs. La mer des vapeurs, oui. Ma belle-mère. La mère Michel. En passant, voici mon épouse. Hello. Collaboratrice. Alors, voici un peu la géographie de la Lune du point de vue des mers. Et soit dit en passant, après l'invention du télescope, les premiers astronomes de la Renaissance, après Galilée, ont cru pendant un certain temps qu'il pouvait vraiment s'agir d'étendues d'eau. Ça a été démenti assez vite par la suite, là, mais au début, ils croyaient vraiment ça. Donc, ils ont vraiment appelé ça des mers et des terres. Donc, les parties sombres, ce sont des mers, et les parties claires, ce sont des mers. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. C'est vraiment une formation géologique différente. Donc, voici la mer des crises, la mer de la fécondité, la mer... En passant, le programme de la Fédération d'observation de la Lune, ça en fait partie, ça. Fait qu'apprenez ça, là. La mer de la tranquillité, où s'est posé Apollo 11. La mer du nectar. La mer de la sérénité. C'est très poétique. J'adore les noms des mers lunaires, c'est vraiment poétique. Et soit dit en passant, si j'utilise des noms français, dans la plupart des livres de la littérature, on trouve des noms latins. Alors, c'est comme la meilleure traduction française possible de ces noms-là. Alors, la mer des vapeurs, comme le disait Jean-Marc, est ici, une toute petite mer. La mer du froid, qui est au nord complètement et qui est très allongée. Ici, on a l'immense mer des pluies, qui est vraiment immense. En haut de la mer des pluies, il y a comme une mini-mer qu'on appelle la baie des arcs-en-ciel. Vous la verrez parfois aussi sous le nom de le golfe des Iris, mais ça, c'est une mauvaise traduction latine.
Iris là, veut vraiment dire arc-en-ciel en latin. C'est le golfe ou la baie des arcs-en-ciel. Si on a la mer des îles, on a la mer des nuées, la mer de la connaissance, la mer des humeurs, et à la fin, on a vraiment une espèce de fusion de plusieurs mers. C'est très, 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 très grand. On appelle ça l'océan des tempêtes. C'est plus qu'une mer, là, c'est carrément rendu un océan. Il y a quand même une chose pour, pour les mers en question. Dans le fond, c'est de la lave qui est montée à la surface. Oui, bien, je vais en parler tantôt, Yvon. OK. Alors, justement, qu'est-ce que les mers? Alors, voici une de mes photos à gauche et celle de Denis Goyette à droite. On voit la mer des pluies, entre autres, là, à droite. Alors, c'est quoi les mers? C'est vraiment, la différence de couleur qu'on voit n'a rien à voir avec la couleur réelle du sol. D'ailleurs, les astronautes les 12 astronautes qui sont posés sur la Lune, ils étaient unanimes pour dire que la Lune n'est pas blanche, contrairement à ce qu'Aristote disait. La Lune, elle est la même couleur que l'asphalte. C'est très, très sombre, la Lune. Le sol lunaire, là, la régolithe, c'est très, très sombre, un peu comme la photo de gauche. Là. Si on la voit blanche, c'est vraiment par contraste avec le fond du ciel. La Lune étant éclairée par le Soleil, même si elle reflète 5 % de la lumière du Soleil, c'est beaucoup. C'est un 5 % de beaucoup de lumière. Fait qu'elle nous paraît blanche par rapport au fond du ciel. Mais en fait, la Lune n'est pas blanche du tout. Elle est très foncée. Et les mers et les terres sont de la même couleur, en fait. Il y a des petites différences microscopiques de couleur, mais vraiment minimes. Ce qui fait la différence, c'est la texture du sol qui fait que les mers, c'est de la lave fondue. Un peu comme le disait Yvon. Alors, voici en gros plan une des mers, la mer des pluies. On voit Platon en haut, le cratère Platon, qui est presque en soi une mer, tellement il est grand. Et il a été rempli de lave. C'est un des seuls cratères, Platon, vous voyez en haut, vers le centre, un peu à droite, là, le petit cratère. Là. C'est le seul cratère, ou un des seuls cratères qui s'est rempli de lave, qui n'est pas vraiment une mer, mais qui est rempli de lave comme une mer. Certains ont des couleurs sur la Lune. Oui, je vais y venir à ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai perdu la souris? OK. Alors, voici un peu le sol lunaire vu de profil. Alors, à gauche, on a le sol d'une mer et à droite, le sol d'une terre. Et dans les terres, il y a évidemment des montagnes. Alors, la lumière du soleil arrive sur l'une des mers, disons la mer des pluies, et est reflétée de manière à ce qu'un observateur va manquer une bonne partie de la lumière parce que comme c'est une surface qui est très plane, à cause que c'est de la lave fondue, de la roche fondue, évidemment, la lumière est reflétée à peu près tout dans la même direction, ce qui fait que quand on le regarde, qu'on n'est pas exactement dans le bon angle pour avoir le reflet, il nous manque beaucoup de lumière, donc elle nous paraît sombre. Alors que, par opposition, si on regarde la lumière qui frappe une terre, donc les montagnes, la lumière vis-à-vis d'un observateur va être reflétée dans toutes les directions possibles, ce qui fait qu'elle va nous paraître beaucoup plus pâle. Il y a plus de lumière qui va nous revenir vers notre télescope ou notre œil. Donc, ce qui explique en fait la différence de texture, la différence de luminosité, l'albédo en fait, qui change d'un endroit à l'autre, les mers et les terres lunaires. On a le même phénomène avec un matériau très banal qu'on a dans nos cuisines, qui est tout simplement du papier d'aluminium. Le papier d'aluminium, tel que le fait Alcan ou Reynolds, là, il y a un côté lisse et il y a un côté plus rugueux. Et le côté rugueux, c'est celui de gauche, qui va paraître blanc à peu près dans n'importe quel angle qu'on le regarde, alors que le côté lisse qu'on voit à droite, pour le voir blanc, il faut vraiment être dans le même angle que la lumière. Alors, évidemment, dans la photo que j'ai ici, vu qu'on n'est pas exactement dans le bon angle, bien, on le voit sombre, tout simplement. Mais c'est le même matériau dans les deux cas, c'est de l'aluminium pur. C'est la même chose sur la Lune, c'est le même matériau, mais dépendamment de la texture du sol, il va nous paraître, parce qu'il est rugueux ou lisse, il va nous paraître plus sombre ou plus lumineux.
Et c'est ce qui fait en sorte que la Lune perd de son détail quand elle est pleine. Oui, entre autres, oui. Oui, oui. Quoiqu'il y a certains détails qu'on ne voit qu'à la pleine Lune. Le relief, on le voit effectivement beaucoup mieux quand la Lune n'est pas pleine, quand on voit un terminateur. Il y a les différences d'albédo. Par exemple, il y a comme des cicatrices sur la Lune. Je pense à, comment ça s'appelle? Il y a un nom latin, j'ai oublié le nom de. Il y a une particularité de la Lune, j'ai oublié le nom, là, qui n'a pas de relief en tant que tel, mais qui a comme des différentes marques, des différents albédos qui alternent le clair et le foncé. On ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est visible quand c'est éclairé en ligne directe, donc une pleine lune, ça, ou une quasi-pleine lune. Ce qui m'amène à une autre question. De quelle couleur est la Lune? Alors, quelle couleur est la Lune? Bien, c'est sûr, elle nous paraît blanche quand on la regarde, mais elle n'est pas blanche du tout. Les astronautes l'ont confirmé, là, c'est la même couleur que l'asphalte. C'est très foncé, la Lune. Alors, nous, on la voit blanche. Mais est-elle vraiment blanche? Alors, je retourne à ma photo de notre ami Denis Goyette, qui est une très belle photo de la Lune, sur le petit en passant. Et on voit des petits cratères en bas, au pôle sud de la Lune, justement en mode lumière rasante, donc on voit bien le relief. Mais pour le reste, je voulais une photo de la pleine Lune avec une belle balance des couleurs, là, que c'est un beau gris neutre. Et ce que j'ai fait, je l'ai amené dans Photoshop, et je ne suis pas un expert en Photoshop, contrairement à Jean Legros, mais j'ai réussi quand même à jouer avec le contraste de couleurs pour aller chercher, moi je dirais, exagérer le contraste des couleurs, le micro-contraste de couleurs d'une région lunaire à l'autre. Et c'est un processus qui est itératif, vous l'allez par itération successive, là. Et ça m'a donné ça. Donc, il y a des couleurs sur la Lune, mais elles sont extrêmement subtiles. Donc, il faut exagérer les couleurs avec un logiciel de traitement d'image pour les voir à l'écran. Et ces différences de couleurs-là trahissent quoi, en fait? Ils trahissent des différences de matériaux, ces différences chimiques. C'est une forme primitive de spectroscopie, ce qu'on fait, en fait. Alors là où il y a beaucoup de métaux, les métaux lourds, on voit des couleurs comme du ocre ou du vert ou voire même du bleu. Et là où c'est tout mélangé, puis il n'y a pas particulièrement de présence de métaux, on va plutôt voir du blanc ou du jaune pâle sur mon image. Alors, c'est la preuve qu'il y a vraiment possiblement des réserves de minéraux sur la Lune qu'on pourrait peut-être exploiter. Et il y a vraiment, la couleur de la Lune n'est pas uniforme. Et ce qui est intéressant sur cette image-là, ce qui m'a surpris quand je l'ai fait, c'est qu'il y a une énorme différence de couleur entre la mer de tranquillité et la mer de fécondité. On voit que c'est vraiment, on passe du vert au ocre. Et pourtant, on croirait que c'est deux mers qui ont été formées en même temps, avec les mêmes matériaux. Ben non, c'est pas vrai du tout. Ils n'ont pas été formés en même temps, certainement, parce qu'ils ne sont pas faits des mêmes matériaux du tout. Il y a vraiment une grosse différence là, entre les deux. Ce sont les deux mers qu'on voit à droite, là, les deux grosses mers. Une qui est carrément verte avec du bleu, l'autre qui est rouge brique. Dans l'océan des tempêtes, on voit qu'il y a les deux. Il y a des grandes zones ocre, des grandes zones vertes. Et là, on voit que c'est quand même plusieurs mers qui ont un peu fusionné. Et la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette lave-là? Ce n'est pas de la lave volcanique, soit dit en passant. Alors, la Lune, selon les géologues, parce qu'on n'a pas creusé très profond dans la Lune, il va s'en dire, là, selon les géologues, la Lune aurait un noyau. On n'était pas sûr au début, mais elle en aurait un selon les... On a laissé des sismographes en passant sur la Lune. Les différentes missions Apollo ont laissé des sismographes qui ont marché, si je ne me trompe pas, jusqu'en 1977. Donc, pendant quelques années, là, pendant à peu près 7-8 ans, là, ils ont donné des mesures et ils ont trouvé des tremblements de Lune, des tremblements de terre lunaires, mais très petits, qui ont rapport à des impacts. La plupart, c'est dû à des impacts de météorites. Et en analysant ces vibrations-là dans la Lune, ils ont déterminé qu'il devait y avoir un noyau, mais contrairement à la Terre, le noyau serait très petit proportionnellement à la taille de la Lune. Donc, le manteau, donc l'espèce de grosse couche
entre la croûte et le noyau serait extrêmement épaisse. La Lune n'étant pas très massive, sa chaleur résiduelle à sa formation s'est probablement dispersée très rapidement. La Lune s'est refroidie plus rapidement. Mais lorsqu'il y a eu des impacts au début de sa formation, possiblement d'ailleurs dû, si l'hypothèse Theia est bonne, possiblement que une partie de ces impacts-là auraient été dus aux débris eux-mêmes qui seraient restés et possiblement à d'autres phénomènes aussi qui sont passés par la suite. Alors, ces impacts-là ont creusé d'immenses cratères qui se sont remplis de lave par en dessous et ça a fait les mers. Et cette lave, c'est tout simplement la chaleur résiduelle de la Lune qui n'existe plus, en fait. Cette chaleur-là n'existe plus. Mais au début de la formation de la Lune, elle était encore chaude. Et cette lave-là, c'est de la roche fondue qui a simplement monté et a rempli le trou. Et en refroidissant, ça a fait une belle surface lisse qu'on appelle les mers, comme la mer des Pluies, par exemple, ou la mer des Crises. Donc, c'est vraiment le manteau qui a perfusé au travers de la croûte qui, elle, aurait été trouée par des impacts. Là, la question qu'on se pose après ça, oui, OK, mais à quoi ressemble la face cachée? Est-ce que la face cachée est semblable à la face qu'on voit? Ça, c'est une question qui a troublé tout le monde pendant des siècles et des siècles. Et c'est dans la fin des années 50 ou 60, là, début 60, qu'on a trouvé la réponse. Et voici la première réponse qu'on a trouvée à cette question-là. Ça, c'est la Lune telle que vous la voyez dans la face visible. Et voici la face cachée. Ça, c'est la première photo de la face cachée de la Lune telle que nous l'a donnée les Soviétiques, avec une caméra qui n'était probablement pas la dernière technologie, là, mais c'était ce qu'il y avait disponible. C'était la meilleure photo qu'on avait de l'histoire sur la face cachée de la Lune. Ils ont pris ça avec une instamatique, je pense. Ah oui, puis une vieille instamatique. Une Olympus. Olympus. J'ai l'impression qu'il y avait une meilleure caméra que ça, mais ils ont pris le temps de nommer tous les cratères avant de donner la vraie image. Ça se peut. Ça se peut. C'était pas une caméra numérique, c'était une caméra argentique. Il a fallu qu'ils ramènent le film sur la Terre. C'est une Olympus qui est à vendre. Oui, ben justement, une Olympus à vendre. Denis, une Olympus à vendre. Non, pour être précis, c'est un Olympus ski. Olympus ski, oui. Et voici une photo plus récente. En fait, c'est un montage de photos. Ce n'est pas une seule photo, c'est un montage de plusieurs photos plus récentes de la même face avec la même orientation. Ça nous donnerait ça. Et la première surprise qu'on a eue, c'est « Ouais, mais sont où les mers? Il n'y a pas de mer. Il y a une ou deux petites mers, puis c'est tout. » Alors ça, c'est un mystère qui n'a pas été complètement résolu, mais c'est indubitable qu'il y a un rapport avec l'orbite, avec la Terre, parce que ça ne peut pas être un hasard qu'il y ait une dizaine de mers du côté terrestre, puis deux petites mers de rien du tout du côté caché. C'est comme si la Terre aurait dévié les astéroïdes qui sont allés planter dans la Lune. Quelque chose comme ça. C'est certain que ça doit avoir un rapport. Là. Mais les modèles ne sont pas encore assez précis pour donner une bonne explication, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Statistiquement, ça ne marche pas. Il aurait dû avoir des mers un peu partout si ça avait été distribué au hasard. Et non, ça ne marche pas. Ils sont comme toutes du même côté, qui, comme par hasard, est le côté qui est orienté vers la Terre. Alors, il y a quelque chose là qui n'est pas élucidé encore. Ça devait être pour que ça soit plus éducatif pour les amateurs. Possiblement. Mais on voit en tout cas qu'il y a des cratères en veux-tu, en v'là. Ce qui manque, c'est les mers. Et les mers, ce sont des immenses cratères qui ont été formés au début de la formation de la Lune, les plus anciens. Alors là, on voit une absence de ces mers-là, mais une abondance de cratères, c'est même une surabondance, une orgie de cratères. Donc, il y a quelque chose là ici, qui n'est pas encore complètement clair. Nouvelle question. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Absolument. Pour les mers sont solides, c'est de la lave qui s'est solidifiée, c'est ça? Ils ne sont Absolument. pas liquides, bien sûr. C'est dur comme l'asphalte. Excellent, merci. C'est refroidi depuis des milliards d'années, la Lune ayant perdu sa chaleur.
Cette lave-là est très épaisse, sont plusieurs kilomètres d'épaisseur, et même peut-être une centaine de kilomètres d'épaisseur. Et c'est solide. C'est tout à fait C'est solide. solide, oui, merci. D'ailleurs, les astronautes se sont à peu près tous posés sur des mers pour la simple et excellente raison que les ingénieurs ne voulaient pas que les modules d'atterrissage aillent se planter sur une montagne. Alors, même si géologiquement, ils auraient préféré aller sur les montagnes pour voir les formations rocheuses, les ingénieurs ont dit non. On va t'envoyer dans le milieu d'une mer, comme ça on est sûr que tu vas revenir. Dans le fond, avec plein d'asphalte comme ça favorisait la formation de nids de poules. Oui, c'est un très grand parking, on peut le voir comme ça. La question, c'était est-ce que c'était solide? Alors, qu'est-ce qu'il y a observé sur la Lune pour un amateur? Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une plug. La première chose à regarder, c'est si vous empruntez un biblioscope, sur le biblioscope lui-même, on a collé, il y a un autocollant qui est une carte de la Lune avec les principales mers et les principaux cratères. Et tout ce qui est là est observable avec un télescope de 3 pouces, qui n'est pas immense. Alors, oui, il y a plein de choses. Là, en passant, si vous ne reconnaissez pas votre mer, vos mers lunaires, c'est parce que la Lune est à l'envers. Ce n'est pas un bug, c'est volontaire. C'est parce que dans un télescope de type Newton, c'est exactement comme ça que vous allez voir la Lune. Du moins dans l'hémisphère nord. Si vous allez en Australie, ça va être le contraire. Dans l'hémisphère nord, c'est comme ça qu'on voit la Lune dans un télescope Newton, donc dans un biblioscope. Donc, c'est what you see is what you get. Ce que vous voyez dans le télescope, c'est ce que vous voyez sur la carte. Alors, les nombres sont en bleu dans la couronne autour. Là. Ce sont les différentes mers qu'on a vues tantôt. Et les cratères, ce sont des lettres sur la carte. Et ce sont les principaux cratères, ceux qui sont impossibles à manquer. Quoique, je veux quand même dire que, comme j'ai dit tantôt, pour les cratères, vu qu'il n'y a pas beaucoup de différences d'albédo, donc des différences de teinte foncée ou claire, c'est du relief. Donc, il faut souvent attendre que la Lune soit dans la bonne phase pour les regarder. En d'autres mots, il faut que le terminateur entre l'ombre et la lumière soit proche du cratère pour qu'il y ait des ombres. Quand il y a des ombres, les cratères ressortent énormément. Normand, tu peux-tu nous donner un lien ou une référence où on peut retrouver cette image-là quelque part? Oui, absolument. En fait, je pense que vous l'avez sur le site de la Fédération. La même image? Je pense que oui. Je vais vérifier, mais si elle ne l'est pas, je vais l'ajouter. OK. Merci. Parce que ça donne que je suis le webmaster de la Fédération, donc ça donne bien. J'ai les droits pour faire ça. Autre chose, j'en ai parlé tantôt, il y a des programmes d'observation de la Lune de la Fédération, un deuxième plug, et il y a 4 niveaux, débutants, curieux, motivés puis experts. Et c'est fait de telle sorte que vous ne pouvez pas les faire en une seule soirée. Vous devez répartir vos observations sur un cycle complet lunaire, donc sur un mois au minimum. Et il y a plein de choses à voir sur la Lune. Moi, j'ai commencé à les faire. Je ne suis pas rendu très loin. Là, mais Yvon les a fait pas mal tous, je crois. En fait, je les ai fait tous les 4, mais pour ce que tu viens de dire, c'est exact, mais tu n'attends pas nécessairement sur un mois. Tu as soit le premier quartier et puis le dernier quartier, mais il faut quand même que tu vérifies de temps à autre au fur et à mesure de l'évolution sur 14 jours, parce qu'il y a certaines formations qui peuvent être assez difficiles à voir. Les cratères Fra-Moraux, là, c'est un monstre à reconnaître sur la Lune. Ah oui. Oui. Et il y a combien d'objets à regarder sur la Lune? En fait, à travers les quatre formulaires, tu as 100 objets. Ah, quand même. À regarder et à décrire, parce que c'est la description qui est ardue. Ah oui. Mais je te dirais, puis la trouver, il y a quand même des références qui sont marquées, les guides PDF. Mais moi, j'avais 2 atlas lunaires pour me reconnaître avant, parce que tu n'attends pas de sortir dehors pour savoir ce que tu vas regarder. Il faut que tu saches exactement à quoi il ressemble. Sinon, ta soirée va passer en pure perte. Oui. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle soirée d'observation. La planification, c'est la clé du succès. Là. Et c'est vrai pour la Lune comme pour n'importe quoi. Comme pour, pour ceux qui veulent s'y attaquer, au niveau de la Fédération, en passant, à partir de désormais, c'est moi qui vais recevoir les formulaires que vous allez proposer. Jasmin, cette semaine, demandait de l'aide.
Puis, vous devez y aller dans l'ordre, débutant, curieux, motivé et expert. Donc, quand vous les soumettez, c'est à partir du premier jusqu'au dernier. Mais c'est une belle aventure. Oui, sûrement, oui. Donc, ça, c'est une bonne façon de débuter l'observation de la Lune, c'est d'être guidé par un programme d'observation. Et sinon, vous ne savez pas trop quoi regarder. Vous regardez un peu n'importe quoi et vous ne savez pas ce que vous regardez. Tandis qu'avec C'est pas défendu d'avoir de l'aide aussi pour réaliser ça. Là. Ça peut se faire avec de l'aide. Là. Absolument. Oui. Absolument. Et ça se fait bien en groupe, ça aussi. Alors, voici quelques photos que j'ai prises de la Lune pour des objets très évidents, très spectaculaires. Ici, on voit au centre le cratère Clavius, qui est formidable parce qu'il contient 5 cratères qui forment un arche. Et ça non plus, on pense que ce n'est pas une coïncidence. Il s'agirait peut-être d'une espèce de gros astéroïde qui se serait fragmenté, un peu comme la comète de Shoemaker-Levy en 1994. Là. Et cet astéroïde-là ou cette comète-là, en s'écrapoutissant sur la Lune, a fait 5 cratères. Et comme il volait en formation, ben, ça a fait une arche à l'intérieur du grand cratère Clavius. Si tu me permets, Normand, il est dans le 4e formulaire, dans le 4e niveau. Puis c'est après coup ce que j'ai trouvé le plus beau dans tout ce qu'on a observé sur la Lune. C'est vraiment très, très beau, Joël. Oui. C'est comique parce que la distance entre les cratères à l'intérieur, on dirait qu'ils sont parfaitement égales. Tu sais. Ouais. On dirait que ça rebondit. C'est ça qui est extraordinaire. Ah oui. Peux-tu le montrer avec ton pointeur, si possible, pour les autres, Normand, avec Clavius? Je n'ai pas de pointeur, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ta souris? Non, la souris est invisible en ce moment, même pour moi. Ah, OK. Mais c'est le genre de sourire inversé au milieu, là. C'est ça. En plein centre de l'image, dans le gros cratère avec 5 petits cratères à l'intérieur qui forment une arche. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Là. Et on voit d'autres grands cratères tout autour, là, que je n'ai pas les noms, là, mais qui sont tout aussi spectaculaires, en fait. Là. Et on voit que souvent que les fonds des cratères sont plats. On voit quand même que ça a probablement fondu par la chaleur et ça fait une espèce de mer, une mini-mer intérieure. Là. Ça, c'est de la lave fondue par la chaleur du cratère, probablement. Et certains cratères ont un pic central, ce qui n'est pas le cas de tous les cratères. Oui. Ce n'est pas le cas de tous les cratères qui ont un pic central. Normand, est-ce que le nombre de cratères a été calculé sur la Lune? Bien, c'est presque infini parce que, bizarrement, aussi, plus tu grossis l'image, plus que tu en vois. Oui, il y a ça. Les astronautes, quand ils survolaient la Lune à quelques kilomètres d'altitude, ils envoyaient là, des cratères qu'on ne voyait pas de la Terre. Là. Il y en a qui font quelques mètres. Il y en a qui font quelques mètres de... Ah oui. C'est bon, ça. Il y en a qui font quelques mètres de large seulement. Là. Et soit tu t'en passais dans nos télescopes, les plus petits cratères qu'on est capable de voir, là, ils font à peu près 1 kilomètre. C'est quand même des grosses bêtes. Là. Quand on parle des gros cratères, on parle des cratères de centaines de kilomètres de large. Là. C'est quand même des beaux gros trous. Là. Je pense que le plus petit objet que je peux voir, mettons, comme dans un C8, on va dire, un télescope conventionnel de 8 pouces, là, un Schmidt-Cassegrain de 8 pouces, la plus petite affaire que tu peux voir, c'est à peu près de l'ordre d'1 kilomètre. C'est quand même... c'est une petite affaire dans le télescope. Là. Mais 1 kilomètre, c'est quand même assez grand. Il ne faut pas s'attendre à voir l'atterrisseur de Apollo là-dessus. Là. Même Hubble n'est pas capable de le faire, soit dit en passant. Souvent, Normand, les gens, quand ils voient des photos de la Lune, ils demandent, c'est la première question qu'ils posent, est-ce qu'on peut voir les modules lunaires? Tu sais? Oui, je me la suis fait poser je ne sais pas combien de fois, mais non, la résolution ne permet pas de faire ça. Même Hubble n'est pas capable. C'est les satellites en orbite autour de la Lune qui ont réussi à les localiser. Oui, notamment Clementine, là, qui a réussi à faire ça, effectivement. En fait, c'est impossible d'avoir un miroir assez grand. J'ai vu un reportage là-dessus, ça prendrait un miroir aussi large que la surface de la Terre pour être capable d'avoir une résolution qui est assez bonne pour pouvoir l'observer. C'est vraiment petit. On parle d'une chose qui est gros comme une voiture. Là. Comme un minibus, on va dire. Là. Alors que ce qu'on voit de plus petit, nous autres, c'est 1 kilomètre. On est loin de la taille des minibus. Là. Alors, voici le cratère le plus spectaculaire de la Lune qu'on peut voir dans nos télescopes, c'est Copernicus.
Et lui, pour vraiment l'apprécier, il faut attendre, comme j'ai fait sur la photo ici, il faut attendre la bonne phase. Parce que là, le jeu des ombrages est vraiment intéressant. On voit, c'est comme un cirque romain avec des gradins, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails qu'on peut aller chercher dans le cratère et autour du cratère. Et non, ça, c'est vraiment une des perles de la Lune. C'est vraiment une des plus belles choses à voir. Et on l'a quasiment de face, en plus. Et là, on voit qu'il y a 3 pics centraux. Ça, c'est assez intéressant. Donc, ça complète ma présentation sur la Lune au niveau des débutants. Je vous encourage à aller faire un tour sur la Lune de temps en temps. Comme disait mon ami Mario Voyer, ben, quand il y a la Lune dehors, coudonc, on regarde la Lune. On ne voit pas les galaxies parce que la Lune nous aveugle. Ben, coudonc, tu prends ton télescope et tu regardes la Lune. Il y a plein de choses à voir sur la Lune. Et dans des zones urbaines comme ici, Laval ou Saint-Eustache ou ailleurs, là, à Montréal, vous n'en verrez pas gros des galaxies. Là. Vous n'en verrez pas gros des nébuleuses. Les messiers, vous ne ferez pas le tour. La Lune, ça ne fait aucune différence. Que vous soyez dans le désert de Gobi, vous soyez à Montréal, c'est la même Lune, vous voyez les mêmes choses. Alors, il n'y a aucune raison de s'en priver. Il y a énormément de choses à voir sur la Lune. Et plus qu'on s'intéresse à la Lune, à la géologie, plus qu'on découvre des nouvelles choses sur la Lune. Là, je n'ai pas parlé des trucs, des phénomènes particuliers comme les rilles, qui sont des genres de ravins qu'on voit sur la Lune. Je n'ai pas parlé du mur droit, qui est une faille, une cassure dans un cratère lunaire. Je n'ai pas parlé des dômes volcaniques, parce qu'il y en a. Toutes des choses qu'on peut voir quand on fouille en détail sur la Lune, c'est presque infini. Vous pouvez quasiment passer une carrière d'amateur en regardant uniquement la Lune et jamais réussir à faire le tour. Bizarrement, c'est un tout petit objet qui est proche de nous autres, mais en même temps, c'est un des plus riches que vous pourriez regarder. Vas-y, Yvon. J'ajouterais que pour sortir du confinement, la Lune, c'est le fun pour ça. D'abord, être à Laval, à la limite, à côté du Carrefour Laval, tu vas la voir. Si tu te mets à chercher des objets Messier à Laval, have a good luck si tu n'as pas de go-to. Ah, puis même avec go-to, tu peux pointer dessus et tu ne le verras jamais. Il faut avoir des bons filtres. Pardon? Il faut avoir des bons filtres. Oui, c'est ça. Puis encore. Avec des galaxies, le seul filtre qui fonctionne, c'est le filtre de gasoline. Ah. Tu mets de la gasoline dans ton char et tu t'en vas loin. C'est ça. C'est ça. C'est bon. Normand? Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais de problème. La Lune est toujours disponible d'une phase ou l'autre. Et on voit des choses. Vous pouvez regarder le même cratère lorsqu'on est en lune ascendante ou en lune descendante, donc du côté inversé d'éclairage. Vous allez voir des choses différentes. Et ça va en plus vous intéresser à une affaire qu'on ne parle pas souvent en astronomie, c'est la géologie. S'intéresser à la Lune, c'est s'intéresser à la géologie. Comment ça se forme le sol des planètes en général. Et on a un exemple devant nous qui est un laboratoire qui est juste en avant de notre nez. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais peut-être modestement essayer de répondre? Marc-André, tu présentes un atlas, je pense, qui est très bien fait à propos de la Lune. Marc-André? Oui, alors oui, ça c'est un atlas que j'avais acheté à l'époque du Comité de la Lune, des observateurs de la Lune. Je me souviens un des meilleurs, hein? Oui, ça date un peu, par contre, 1993, mais on ne peut pas dire que la Lune change beaucoup. Mm-hmm. Mais c'est bien, il y a une bonne introduction. Ils vont couvrir l'albédo, enfin, toutes ces choses-là. Ce n'est pas un atlas photographique, alors ce sont des dessins à l'intérieur. Et c'est très, très bien. Ça nous permet, il y a des méthodes là-dedans pour arriver à calculer la hauteur des montagnes, si on veut, en jouant avec l'ombre, la position du terminateur, etc. Pour ceux qui veulent pousser assez loin. Merci Marc-André. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour Normand, une question? Oui, s'il vous plaît. J'en prie, allez-y, madame. Je me demandais, est-ce que le manteau de la Lune
ressemble à celui de la Terre, c'est-à-dire manteau inférieur, supérieur, inférieur liquide, supérieur solide, ou comment qu'il est ce manteau? Normand? Normand? Il est mieux. Il est mieux, c'est ça. Oui, j'ai manqué la question, excuse-moi. Pouvez-vous répéter, madame? Oui, je me demandais, est-ce que le manteau de la Lune ressemble à celui de la Terre, c'est-à-dire comme manteau inférieur, supérieur, supérieur solide, inférieur liquide? Est-ce qu'il y a une ressemblance ou il est différent? Comment il est finalement? Je ne suis pas certain qu'on connaît la réponse à cette question-là parce qu'on n'a pas énormément d'informations sur l'intérieur de la Lune. On a seulement quelques sismographes qui ont fonctionné pendant quelques années. Et en plus, comme il n'y a pas énormément d'activité géologique sur la Lune, il n'y a pas de tectonique des plaques, contrairement à la Terre. Alors, je ne suis pas certain même que quelqu'un possède cette information-là. Il y a une particularité quand même sur la Lune. Tantôt, tu parlais des sismographes. Puis les premiers qui ont été installés par la mission Apollo 11, quand le module de remontée était largué vers la Lune, elle a vibré pendant une demi-heure après le choc. Donc, imagine un Volkswagen qui tombe sur Terre, puis la Terre se met à vibrer. Il y a une particularité étrange sur la Lune. Puis plus tard, quand ils ont laissé aller le 3e étage de la Saturne V, la Lune a vibré pendant 3 heures. Donc, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur la Lune à cause de ça. Elle résonnait comme une cloche. Bien, techniquement, comme je dis, la Lune est tellement peu dense que techniquement, c'est comme si elle était creuse, en fait. Elle n'est pas vraiment creuse, mais les matériaux qui constituent l'intérieur de la Lune, c'est pas dense comme la Terre du tout. Alors, c'est une surprise quand c'est arrivé, évidemment, mais en même temps, la Lune n'est pas de la grosse masse liquide comme la Terre. La Terre, il faut comprendre que c'est quasiment un objet liquide, là. La croûte terrestre est solide, mais c'est comme un œuf. Un œuf, la coquille est solide, puis partout à l'intérieur, c'est liquide, mais la Terre, c'est un peu ça. La Lune, c'est très différent, là. La Lune est solide d'un bord à l'autre. Il y a rien que le noyau qu'on n'est pas sûr. Mais c'est très, très poreux en même temps. Si tu permets, pour aller, tantôt on parlait du programme d'observation, puis je vais vous montrer un tableau que j'ai monté, c'est pas pour me péter les bretelles, ne serait-ce que pour vous permettre de saliver là-dessus. Vous allez voir les épinglettes que vous méritez, puis c'est gratuit. Il s'agit d'accomplir les observations, de retourner le formulaire, puis après approbation, vous allez recevoir dans le meilleur délai les épinglettes en question. Je vais vous les montrer, là. Je le répète, c'est pas pour me péter les bretelles, mais je travaille très fort là-dessus. Donc, c'est la rangée de 4 épinglettes qui est vis-à-vis mon doigt ici. Là. Je ne sais pas si vous les voyez bien là-dessus. Peut-être que je suis trop loin. Oui, on les voit bien. Donc, il y a 4 niveaux. Avec le niveau se distingue par la bordure. La bordure grise, c'est le premier niveau. La bordure bronze, c'est le 2e. Argenté, c'est le 3e. Puis le 4e, c'est doré. En général, pour le niveau de débutant, il y a un peu moins d'observations à faire. Mais pour la Lune, le nombre de cratères augmente assez vite. Puis, à un moment donné, le dernier niveau, là, ça ne se fait pas les doigts dans le nez. Là. Il faut savoir se retrouver, il faut reconnaître les objets, il faut les décrire adéquatement, puis il faut les soumettre à la fédération. Puis, quand vous faites le travail, vous obtenez l'une ou l'autre des épinglettes. Ça, c'est mon plan de match. En fait, ça, c'est ce que j'ai travaillé dans la dernière année et un peu plus. Je vous encourage à le faire. Pour ma part, je trouve ça stimulant. Autrement, comme disait Normand et d'autres, quand la Lune est là, un astronome avancé, amateur, il ne sort même pas parce que la Lune est là. Mais je pense qu'il faut en profiter. Ne serait-ce qu'en attendant, avant que les Américains se mettent à la miner, parce qu'ils sont votés il y a 3 semaines, un genre de permis international. Dès qu'ils retournent, ils veulent commencer à scraper ça là, à volonté. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Normand? Oui, question de couleur. Oui. Avant d'aller sur la Lune, est-ce que les gens, la NASA voyait les couleurs? Est-ce que c'est par les couleurs qu'on choisit la zone à atterrir?
Non, je crois pas. Je pense que pour choisir la zone à atterrir, c'est les ingénieurs qui ont gagné. Parce que, excusez-moi, j'ai un téléphone en même temps, quelqu'un m'appelle, là. Je vais essayer de refuser l'appel. Oui, la fenêtre. Bon, merci. Oui, alors c'est ça. C'est les ingénieurs qui ont gagné la discussion parce qu'ils voulaient avoir le terrain le plus plat possible pour poser les astronautes sans risque. Alors, ils ont évité tout ce qui était montagne, relief, cratère. Ils ont tout évité ça. Ils sont allés sur une table de billard. Et pourquoi ils ont choisi la mer de Tranquillité pour Apollo 11 plutôt qu'une autre, je ne sais pas. Mais je ne suis pas certain que les scientifiques avaient le gros bout du bâton. Je pense que c'est plus les gens ingénieurs de vol qui avaient le gros bout du bâton. Merci. Bon. Autre question? En fait, un complément, tu parlais de couleur. Les astronautes des missions Apollo avaient avec eux un genre de grille d'interprétation de la couleur. Parce qu'avec leur visière et autres, de deviner c'est quoi la couleur qu'ils voyaient, c'est plus compliqué. Mais avec une charte d'évaluation des couleurs, ils étaient capables, quand ils prenaient une photo, de dire bien, ça correspond plus à la deuxième bande, la troisième bande. Imaginez un jeu de couleurs à la Rona. Puis, il y a une gamme, il peut y avoir une gamme étendue, mais il y avait 7 ou 8 couleurs, si je me souviens bien, dans les grilles d'interprétation qu'il y avait avec eux. Autre question pour Normand? Oui, s'il vous plaît. Vas-y, Michel. OK. Normand, j'ai lu dernièrement, j'ai pas ça sous la main, je peux pas te montrer, qu'on suspecte, c'est une théorie, qu'il y aurait eu un impact violent par l'arrière de la Lune et que ça se serait répercuté jusqu'en avant la partie que nous, on voit. As-tu vu le reportage là-dessus? Non, je n'étais pas au courant de ça. Si je remets la main dessus, parce que je pense que ça m'avait intrigué, je l'ai gardé, je te l'enverrai. Ben oui, c'est intéressant. J'avais préparé cette question-là pour Harrison Smith, là, qui était le seul scientifique, puis le dernier à être allé sur la Lune avec son copain. Puis j'ai pas pu me rendre avec le deuxième impact, il n'a même pas accepté le premier impact dans ma question.